Très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux à suivre TLR TV, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Mais qui a dit que les prêtres n'avaient pas le droit d'exprimer librement leur opinion sur la vie de la nation? Mais aussi, de quel droit un gouvernement peut-il se permettre de traiter avec mépris et arrogance les prêtres pour avoir donné leur avis sur l'organisation d'une élection transparente et libre? En tout cas, pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons une fois de plus sur notre plateau M. Modeste Boukadia, que vous connaissez très bien, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour M. Boukadia. Bonjour M. Perrin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Alors, vous avez probablement suivi la déclaration des évêques du Congo-Brazzaville et la réaction du gouvernement congolais. Alors, quelle analyse faites-vous de la déclaration des évêques du Congo, en premier d'abord, et puis vous nous direz ce que vous pensez de la réaction du gouvernement congolais? Les chrétiens du Congo, ce sont des citoyens. Et comme ce sont des citoyens d'un pays, il est tout à fait normal qu'ils aient une opinion naturelle de ce qui se passe dans le pays. Donc, comme l'élection présidentielle, c'est un scrutin majeur qui engage la vie des citoyens d'un pays, il est tout à fait normal que les évêques prennent une position dans un sens ou comme dans l'autre. Cette fois-ci, ils ont dit que, comme nous l'avions déjà dit, que les conditions d'une élection claire, transparente et légitime n'étaient pas au rendez-vous. C'est ce que les évêques congolais ont exprimé clairement. Nous avons souvent dit que pour une élection, pour qu'elle satisfasse tout le monde, il fallait un recensement général de la population et de l'habitat. Il fallait que tous les citoyens congolais aient accès aux cartes nationales d'identité, aux cartes d'électeurs et enfin, le recensement général de la population permettrait donc de mettre en place les listes électorales fiables. Or, toutes ces conditions n'existent pas. Il est tout à fait normal pour un corps comme l'Église, comme les églises, de donner le point de vue pour garantir tout dérapage. C'est pour ça que je dis qu'ils ont eu raison, parfaitement raison, de donner leur point de vue. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a au début certains qui sont devenus des candidats qui disaient que les conditions d'une élection fiable n'étaient pas au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle la plateforme IDC, FROCAD G3M, UPC, l'UPADS, se sont exprimés sur ces questions-là. Je pense que c'est une bonne réaction que les évêques ont eue, d'autant plus qu'au Congo, personne ne l'oublie, c'est un pays chrétien, c'est-à-dire 97-98% des Congolais sont des croyants, ce sont des chrétiens. Et il était tout à fait légitime que les responsables de cette chrétienté-là s'expriment. C'est le contraire qui aurait été étonnant que ceux qui apportent la parole de sagesse et de paix au Congo ne puissent s'exprimer sur une question majeure telle que l'élection présidentielle de mars 2021 qui est déjà contestée par quasiment les 3/4 de la population, puisque l'Église, qui représente à peu près 97-98% de la population, quand elle s'exprime ainsi, ce sont les 98% de la population qui s'expriment contre cette tenue des élections présidentielles. Monsieur Boukadia, nous savons que sous d'autres cieux, les évêques, les églises s'expriment, donnent leurs avis sur la vie de la nation. Mais qu'est-ce qui justifie finalement cette adversité entre le régime actuel du Congo-Brazzaville et l'Église catholique? Et cette affaire a commencé depuis fort longtemps. L'histoire du Congo, le divorce entre l'État, ou plus précisément entre le PCT et l'Église, ne date pas d'aujourd'hui. N'oubliez pas que le PCT, c'est un parti issu
de l'Union soviétique, où on disait que l'Église était le pium du peuple. Donc, ces gens qui constituent le Parti congolais du travail sont encore à l'ère de l'Union soviétique, avec le Parti communiste soviétique. Donc, ils n'ont jamais changé dans leur tête. Or, de par ailleurs, que ce soit en Afrique ou en Europe, en Occident, la voix de l'Église est entendue par les responsables politiques. Cela ne veut pas dire qu'au Congo, l'Église se mêle de la politique, ils donnent leur avis. Que ce soit par exemple en RDC, en République démocratique du Congo, ou au Centrafrique, ou au Gabon, ou en France, ou aux États-Unis d'Amérique. L'Église est consultée et c'est le seul pays au Congo où cette Église apparemment est considérée comme étant le diable. En réalité, le problème du PCT par rapport à l'Église, c'est que l'Église apporte, éclaire ce que doit être un pays, et le PCT est contre l'avènement d'un pays unifié. C'est ça ce qui pousse le Parti congolais du travail à martyriser la religion au Congo-Brazzaville. Pourtant, le même responsable, le même président du parti, c'est-à-dire M. Sassou, est coutumier d'aller aux offices à la cathédrale de Brazzaville. Ce même président qui fait traiter les évêques de Cabri a fait construire quand même une grande cathédrale au nom de sa fille. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté dans l'appréciation ou dans le comportement du PCT de M. Sassou vis-à-vis de l'Église. Oui, M. Boukadia, comment vous avez apprécié cette manière de traiter les évêques du Congo, de Cabri, lorsqu'on sait que l'Église catholique a payé, mais vraiment, le prix lourd sous ce régime? On craint que les mêmes crimes se reproduisent. Comment vous avez apprécié cette manière de traiter les évêques d'un pays de Cabri? J'étais très choqué, ahuri qu'un porte-parole d'un gouvernement traite des personnes éminentes qui ont fait des études très poussées de Cabri. Je comprends maintenant pourquoi le 22 mars 1977, on a tué le cardinal Émile Biayenda. On l'a enterré vivant parce qu'il considérait que c'était un cabri, donc on pouvait en faire ce que l'on voulait. Ça, M. Thierry Mungala a donné la version de M. Sassou sur ce qu'il pense réellement des églises, des évêques au Congo. Ce sont des cabris. C'est-à-dire on peut les égorger, on peut les tuer, on peut les torturer. Et je suis même étonné que ce monsieur-là, Thierry Mungala, je crois que c'est lui, et soit encore membre, porte-parole du gouvernement, après avoir insulté des gens comme ça. Vous voyez, vous savez, monsieur Perrin, cette sortie de monsieur Thierry Mungala, c'est parfois pour faire plaisir au prince. Quand un porte-parole du gouvernement traite ainsi des prélats, c'est qu'il y a le feu au lac. Ils ne savent plus comment faire. Ils savent que la voie qu'ils empruntent de cette élection est dangereuse. Mais par contre, ce que je n'ai pas compris, et je le pensais intelligent, monsieur Thierry Mungala, il a vite oublié que les réserves émises par les évêques étaient pour aider monsieur Sassou en lui disant « Attention, là où vous allez vers un mur qui va vous tomber dessus. » Vous savez, nous avons appelé à la désobéissance civile le 21 mars. Même si je sais que les élections où il a déjà bourré les urnes sera le 17 mars avec les militaires. Mais nous avons dit que le 21 mars, il va y avoir un variant du virus, du coronavirus qui s'appelle Sassou. Et donc, nous avons demandé à la population de rester chez soi pour ne pas attraper ce virus-là. Ça veut dire qu'à l'issue du 21 mars, il risque d'y avoir la vindicte populaire. Et s'il y a cette vindicte populaire, il n'y aura pas beaucoup de choix possibles. C'est pour ça que les églises, les évêques, des hommes sages ont attiré la sonnette d'alarme pour dire à M. Sassou, il est mieux de rassembler les Congolais autour d'un dialogue ou d'une conférence afin d'apaiser le pays. C'est en fait une perche
que les évêques tendaient à M. Sassou. Mais c'est ce monsieur-là qui n'a pas compris ce message-là pour venir insulter des évêques à RFI, donc insulter les gens devant l'opinion internationale. Ça ne se fait pas. Je pense que M. Sassou devrait tirer des conséquences de la sortie de Thierry Mongala, qui n'honore pas l'intelligentsia congolaise. C'est une grande faute, une faute grave, une faute lourde. Vous savez ce qui se passe en Occident. Vous avez vu les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Vous avez vu le déferlement de violence. M. Thierry Mongala oublie que le fait d'avoir traité des prélats de Cabri, il y a des fanatiques religieux aussi là-bas au Congo. Je pensais que c'était un homme avisé, mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui n'a aucune considération en dehors de se vautrer pour sa propre personne. Mais monsieur Boukadia, est-ce qu'on peut interpréter la réaction de Thierry Mongala comme celle de quelqu'un vraiment apeuré par un événement probablement annoncé par les évêques, puisque plus loin, il dit, pour lui, la déclaration des évêques veut dire que les prêtres, en fait, les chrétiens ne veulent plus voir Sassou Nguesso au pouvoir. Est-ce que c'est la même interprétation que vous avez eue? La question que M. Thierry Mongala a mis sur la place publique, de dire que les évêques ne veulent plus de l'élection de M. Sassou, ça c'est la hantise du PCT. En fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie, il a sorti son fonds propre lui-même, il ne veut plus que M. Sassou soit élu président. C'est lui qui le dit, ce ne sont pas les évêques. Donc c'est les membres du PCT qui pensent, mais il nous fait faire des choses que nous ne voulons plus, et alors le subconscient a parlé. Et donc ce subconscient-là, c'est ce qui hante le PCT aujourd'hui. Et c'est ce que veulent les Congolais. Les Congolais ont dit, M. Sassou a servi longtemps, et aujourd'hui, il est grand temps qu'il aille se reposer. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai dit, je crois qu'il est grand temps que... C'est ce que je le dis aujourd'hui aussi. Monsieur Sassou, quand il a chassé le président Yomi Opango, le 5 février 1979, ce Sassou-là aujourd'hui, quand il se regarde, quel est le bilan qu'il tire du 5 février 1979 à aujourd'hui? C'est ça le problème de fond que Thierry Mongala a posé. C'est-à-dire, quand il dit il donne la parole au curé disant que les curés ne veulent pas que M. Sassou soit élu président. C'est M. Thierry Mongala, à travers son groupe, qui dit, lorsqu'on fait le bilan de M. Sassou du 5 février 1979, jusqu'à aujourd'hui, il n'a apporté absolument rien au Congo. Et donc, subconsciemment, il sort. Voilà la sortie des évêques. Ça veut dire que voilà, M. Sassou ne doit plus se présenter ou les Congolais ne veulent pas élire M. Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas les curés qui le disent. C'est M. Thierry Mongala et c'est la hantise du PCT. Lorsqu'on parle d'élection, d'aucuns disent pas d'élection, il faut aller à la désobéissance civile. C'est votre cas, bien entendu. Et d'autres... parlerait d'ailleurs de l'insurrection ou insurrection populaire. Ma question, c'est, puisque cela apparaît de plus en plus, il y a des Congolais qui souhaiteraient qu'il y ait un dialogue national sans exclusif. Mais après, il faudrait qu'il y ait une alternance politique. Comment est-ce que le CDRC entrevoit cet après Sassou Nguesso? J'ai demandé que les Congolais se saisissent du droit le plus absolu que le droit international ou le droit divin donne à chaque individu, c'est-à-dire la désobéissance civile. Ceux qui n'acceptent pas la désobéissance civile deviennent des esclaves. Moi, je m'interroge aujourd'hui, au plus profond de moi-même, sur la parole prononcée par le général Dabira, que le général Nyangambouala a rendu public lors du procès de ce dernier. Nyangambouala dit ceci: quel serait l'avenir d'Emboshi? Parce que c'est le général Norbert Dabira qui avait posé la problématique de savoir que serait l'avenir d'Emboshi avec ce que M. Sassou a fait.
ce que M. Sassou nous a fait faire. Monsieur Bougadia, selon vous, qu'est-ce qu'il leur a fait faire, qui leur fait craindre? Écoutez, monsieur Perrin, laissez-moi aller jusqu'au bout et je reviendrai à ça si vous voulez bien. Je vous en prie. Donc, je disais que je prends sur moi cette interrogation du général Norbert Dabira au cours de son procès rendu public, parce que les Congolais n'ont pas bien suivi ce que le général Nyangambwala disait, l'avenir d'Emboché. Que seraient aujourd'hui les Téké avec la compromission, la connivence de M. Mathias Nzon qui va accompagner M. Sassou dans cette élection? Que serait aujourd'hui, quel avenir les Koulou auront, ceux qui ont favorisé l'assassinat de Marien Ngouabi, et que M. Pierre Moussa est devenu le secrétaire général pour pérenniser cela. Un assassinat qui a suivi celui de Pierre Anga. Quel serait l'avenir des pays du Niari avec la compromission de M. Mberi et de M. Tati Mabiala auprès de M. Sassou? Quel serait l'avenir de Kouilou quand on sait que ce sont les enfants de Kouilou qui gèrent le pétrole et que ça soit Total, que ça soit Eni, ils ont débloqué l'argent pour la rente des propriétaires terriens et il y a de l'argent pour que les Ponténégrins puissent se faire soigner. Or, cet argent-là n'arrive jamais chez les propriétaires terriens. Ça n'arrive, les Ponténégrins ne sont jamais suivis malgré la pollution de leur environnement. Quel serait l'avenir du pool lorsque celui-ci, sous Bernard Kolela, a été traité comme des traîtres? Et quel serait l'avenir du pool avec Parfait Kolela qui accompagne M. Sassou qui, pour être comme son père? Quel est l'avenir du pool dont on va traiter comme étant des traîtres? Quel est l'avenir de Boko avec la compromission de Mme Milongo et de M. Silou auprès de M. Sassou? Voilà les compromissions aujourd'hui qui sont en place. Ce sont ces compromissions-là qui mettent le pays, que les évêques ont montré du doigt qu'il y a un problème qui va se surgir. C'est ça la vérité, M. Perrin. Voilà l'interrogation de M. Nyangambwala. Quand il dit quel est l'avenir de Mboshi, quand il rend ça public, moi je pose la question, quel est l'avenir de toutes les régions que je viens de citer par rapport aux compromissions de tous les politiques qui ont été avec M. Sassou. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Vous savez, M. Mathias Nzon ne peut pas être élu au Sud. Pour la simple raison, en 1998, il avait acheté des mercenaires pour assassiner des cadres du Sud. Donc il n'aura aucune voix là-bas. Quant au pasteur Onyangé, certainement que dans ses prières, il a été visité par le Saint-Esprit et qui lui a dit « Ah non, il faut être candidat ». C'est ce qu'il a dit, oui. Voilà, mais moi aussi je rêve, le Saint-Esprit vient me voir, mais il ne me dit jamais d'être candidat. Le Saint-Esprit me dit il faut arriver à mettre au Congo un recensement général de la population et de l'habitat afin d'avoir des éléments macroéconomiques qui permettent de voir quel développement on va mettre au Congo. Et donc, le Saint-Esprit, en lui disant ça, à moins que ça soit le nouveau Mokoko. Ce qui veut dire que la configuration qui est là, avec M. Parfait Kolela, comme je l'ai dit, moi Nambuta, moi Natutu qui n'entend rien, il va y avoir une confrontation entre le nord et le sud, entre le pool et la cuvette. Voilà où on nous amène. Voilà où on nous amène cette confrontation-là, qui va arriver le 21. J'appelle mes parents du Nord, j'appelle mes amis du Nord de ne pas céder au chant de sirène de M. Sassou. Il les a mis dans une situation avec la réconciliation internordiste pour leur rendre co-responsables des dérives autoritaires de M. Sassou. Ce ne sont pas tous les ressortissants du Nord, ce ne sont pas tous les Mboshi qui ont tué, ce ne sont pas tous les Mboshi qui ont fait la guerre, et ce ne sont pas tous les Laris qui sont avec M. Parfait Kolela. D'ailleurs, que ce soit Bernard Kolela ou Parfait Kolela, le poule ne les aime pas. Il y a longtemps.
C'est vous qui le dites, mais et pourtant on voit bien les foules derrière Parfait Kolela lorsqu'il tient ses meetings, lorsqu'il tient ses activités politiques. Mais monsieur Perrin, vous semblez oublier il y a des intégristes partout. Qui sont ceux qui sont allés tabasser le frère de l'évêque de l'évêque? Ce ne sont pas les intégristes de monsieur Sassou. Donc partout il y a des intégristes. Je ne pense pas que ce soit les populations mes parents du Nord qui sont allés tabasser. Parce que bon, il a été le porte-parole des évêques et on commence à les tabasser. Vous voyez la cruauté de ce pouvoir? Non content d'avoir assassiné en enterrant vivant un cardinal, un évêque qui parle, on va tabasser sa famille. Et vous voulez qu'on aille à l'élection présidentielle? Donc je pense que les évêques aujourd'hui ont montré la voie au peuple congolais de s'abstenir de sortir dans la rue. Et j'appelle fermement les mamans et les papas qui disent « Ah non, moi je dois aller vendre au marché parce que il faut que je mange, je n'ai pas d'argent. » Vous avez été confinés le 24 décembre. Vous avez été confinés du 31 décembre au 1er janvier. Vous n'êtes pas mort de faim. Alors, le 21 mars, écoutez la voix des évêques. Écoutez la voix pour sauver le Congo. Vous devez rester chez vous. Quand les évêques disent que les conditions ne sont pas réunis pour une élection crédible, ils disent c'est pas la peine de déplacer nos ouailles pour se faire tuer. Je suis tenté de vous poser la question. Vous parlez avec une ferme conviction. Pour vous, le 21 mars, le régime Sassou s'arrête là et on redémarre à nouveau Congo. J'ai bien envie de savoir les éléments qui vous poussent à le dire. Mais Monsieur Perrin, la vision d'un homme politique, c'est aller de l'avant. L'avantage chez nous, dans le sud, les gens parlent, mais au nord, les gens ne parlent pas. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, je suis convaincu que le 21, il va y avoir un tsunami. Et ce tsunami-là, c'est celui qui va nous permettre à ce que le parfum de liberté flotte à jamais sur le sol congolais. Monsieur Sassou, quoi qu'il ait fait, il faudrait qu'il comprenne que le temps de la renaissance du Congo est arrivé.